Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors Alexandre, c'est une journée importante aujourd'hui. C'est donc en mi-journée qu'on signera cette entente sur Churchill Falls. Il y aura de la grande visite, Mark Carney, Christine Fréchette également. Alors qu'on a un petit peu plus de détails là, sur ce qui s'est négocié. Oui, tout le gratin politique là se déplace là-bas. Madame Fréchette, selon nos sources, là, serait même déjà arrivée sur place hier soir. Là, il va y avoir une grande conférence de presse qui va se faire aussi avec le premier ministre de Terre-Neuve, bien sûr, Tony Wakeham. Et les détails ont filtré du côté de notre bureau d'enquête, entre autres, sur l'exportation d'électricité. Parce que ça, c'est un volet sur lequel on avait bien peu de détails. Là, on apprend maintenant là, que dans l'entente qui a été négociée par Hydro-Québec eux-mêmes, je le rappelle, là, de sa PDG Claudine Bouchard, on va rehausser, oui, les capacités de Churchill Falls, de Gull Island, on le savait, mais tous les surplus là, qui vont être produits localement là-bas pour la population de Terre-Neuve, ben, on va pouvoir le racheter du côté d'Hydro-Québec et ensuite le transporter jusqu'aux États-Unis. Là. Ça va ouvrir donc un 720 mégawatts environ pour les États de New York, l'État du Massachusetts également. Et il va y avoir aussi là-dedans une espèce de prix qui va être payé par Terre-Neuve pour le transport d'électricité. Parce qu'on se comprend que c'est les lignes d'Hydro-Québec là, qui sont déjà en place pour exporter de l'électricité qui vont permettre de faire circuler ces mégawatts-là jusqu'aux États-Unis. Bon, ce serait une entente gagnant-gagnant, puis c'était ce qu'on disait à l'époque de la première entente qui avait été faite en 2024 entre M. Legault et le prédécesseur de Tony Wakeham. Là, on dit c'est encore gagnant-gagnant, puis en plus, ben l'offre, je rappelle, d'électricité au Québec va être bonifiée de quelques 10 000 mégawatts. On augmenterait la capacité d'Hydro-Québec de 40 %. Ça, c'est vraiment la donnée à retenir dans tout ça, considérant que Hydro avait des objectifs extrêmement ambitieux pour la consommation d'électricité dans la province. Ça permettrait d'alimenter, là, pour vous donner un meilleur ordre d'idée, 4 millions de nouveaux foyers au Québec. Là. Évidemment, on exclut les entreprises et autres grands dépensiers d'électricité. Ça permettrait là, des investissements massifs, bien sûr, dans tout ça. Ça va être une belle entente. Je pense qu'il va y avoir pas mal de serrage de mains, de tape ses épaules. Tout le monde a l'air bien heureux de ça, Alex. Oui. Bon, quelques réflexions en lien avec ça. D'abord, politiquement, pour Mme Fréchette, on comprend que c'est une entente qui a été négociée par Hydro-Québec, là. Mais le timing est très intéressant pour Mme Fréchette de régler ce dossier-là avant le lancement de la campagne électorale officiellement. Parce que, rapportons-nous, il y a quelques mois à peine, Tony Wakeham, à l'époque candidat comme premier ministre, s'est fait élire là-dessus, lui, en disant « L'entente qui avait été négociée précédemment avec le Québec, elle est mauvaise pour nous, on s'est fait avoir. » Et après ça... les Terre-Neuviens l'ont choisi, là. Alors, lui, il devait livrer la marchandise. Or, c'était pas une entente... c'était gagnant-gagnant à l'époque. On n'a pas tous les détails à ce stade-ci, mais à la lumière de ce qu'on voit, effectivement, dans le fond, c'est gagnant-gagnant modifié, bonifié. Maintenant, pour ce qui est de Mme Fréchette, c'est clair que d'annoncer ça aux côtés du premier ministre Mark Carney à ce stade-ci, ce sera encore une fois bon pour son aura, bon pour, si tu veux, lui donner un élan avant le début officiel de la campagne électorale, quoi qu'on a vraiment l'impression de l'être déjà. Le fait que Mark Carney soit là aussi, hein, et que le fédéral ait eu probablement aussi son poids dans la balance, c'est pas anodin là, que le fédéral soit intervenu pour conclure rapidement une entente là-dessus avant le déclenchement des élections au Québec. Ça aussi, il faut le noter, il faut le souligner politiquement. Puis là, t'as les partis d'opposition qui, dans les derniers jours, ont dit, oui, mais là, Mme Fréchette n'a pas la légitimité de conclure cette entente-là, on s'en va en élection, il reste que quelques semaines à ce gouvernement-là. Alors, vous voyez à quel point, sur l'échiquier politique, Mme Fréchette se positionne avantageusement avec cette entente-là. Encore une fois, soyons prudents, on va voir les fins détails au complet en mi-journée aujourd'hui. Mais politiquement, Mme Fréchette en ressort vraiment gagnante, là. Oui, puis pour la participation du fédéral, ils viennent donner des incitatifs financiers du côté de Terre-Neuve-Labrador pour qu'il ait conclu justement l'entente plus vite que ce qui était prévu. C'est là le rôle de Mark Carney là-dedans. Ben voilà. Et pendant ce temps-là, quand on regarde le calendrier, on s'aperçoit que le temps commence à manquer là pour en venir à une entente entre le Canada et les États-Unis. Il y a cette menace de tarif mercredi, 50% sur une kyrielle de produits. Il y a eu quand même discussion au cours de la fin de semaine entre l'administration Carney et l'administration Trump.
plus on a d'articles de presse qui parlent de ce qui se passe en coulisses des négociations, moins on a de certitude par rapport aux résultats dans 2 jours, mercredi 19 août, par rapport à cette menace là, de tarifs de 50% sur toutes sortes de secteurs ici au Québec puis dans l'ensemble du Canada, à un point où on n'est plus sûr de ce qui va se passer réellement. Là. Semble-t-il qu'il y a des gros points différents encore. On dit oui, ça s'accélère, on se parle beaucoup, ça progresse. Mais sur le fond, on n'a vraiment aucune idée. Et là, on est rendu au point où, pour les entreprises, on espère le meilleur, on s'attend au pire, puis on se prépare à tout ça, justement, parce que ça pourrait être catastrophique. Là, on le dit et répété encore et encore, 50% pour des petites entreprises qui ont quelques gros clients, par exemple. Parce que ça va arriver. Là, vous êtes une entreprise très spécialisée, vous avez peut-être une dizaine de clients, la plupart d'entre eux sont aux États-Unis, mais ils vous achètent tellement de volume que ça fait vivre votre entreprise. Là, tu mets 50% sur presque tout, tu as 8 entreprises sur 10 que tu sers qui, maintenant, tout est majoré à 50%, tu vas faire faillite. Le calcul est assez simple. Mais là, ce qu'on commence à espérer, puis c'est spécial, c'est M. Trump lui-même qui nous habitue à ça, c'est peut-être qu'il fasse un autre taco de lui-même. Parce que les négociations avec les Américains sur à peu près tous les dossiers depuis le retour de l'administration Trump, des fois, à la dernière minute, il y a quelque chose qui débloque, ou encore, on va reporter ça de 2 mois, puis on s'en reparle, ou 3 mois, ou 4 mois. C'est un pattern qui est tellement arrivé qu'on est rendu presque qu'on l'espère, Alex. C'est pas impossible qu'on soit face à un scénario comme ça, que dans les heures précédant l'échéance de mercredi, hop, là, on a un message sur Truth qui nous dit, là, il y a eu des discussions, des progrès incroyables, grâce à ma bonne volonté, je vais accorder un sursis, puis épargner le Canada. Vous voyez un peu là, la chanson, on a joué dans le film quelques fois. Mais l'inquiétude, elle est quand même réelle. Tu sais, la semaine passée, là, il y a eu ces 2 cellules de crise, une première rencontre jeudi avec des représentants de l'industrie forestière, de l'aluminium, Conseil du patronat, entre autres, et le lendemain, l'UPA et les producteurs laitiers. Pourquoi? Parce qu'on est de plus en plus à se demander, coudonc, c'est-tu Québec qui va être encore sacrifié, là? Hein? Ça a été le cas avec la taxe sur les géants du numérique. Qu'est-ce qui a passé à la trappe? C'est le financement de la culture du Québec, là. Oubliez ça, là. C'est pas le reste du Canada. De toute façon, le reste du Canada, là, il écoute juste là, les émissions américaines sur Netflix, là, les Canadian culture, là, à certains endroits. Mais on vous dire, franchement, que c'est très américanisé. Au Québec, on est encore fiers de ce qu'on produit, de ce qu'on fait, notre musique, nos séries, nos films, nos livres. Alors ça, faut protéger ça à tout prix. Carney n'a pas hésité une seconde à passer ça sous la trappe et à sacrifier le Québec. D'ailleurs, vous avez vu Carney au Québec, les sondages, ça va un petit peu moins bien. Là. J'ai l'impression qu'il y en a qui commencent à se réveiller. Alors, là, le son de l'horloge commence à se faire de plus en plus entendre là-dessus. Et j'avais certaines discussions en fin de semaine avec des membres du gouvernement qui disaient, il y aura d'autres annonces. Advenant le cas où, effectivement, là, on se dirige vers un mur mercredi, il y aura d'autres annonces d'aide. Parce que le Québec, c'est la province la plus touchée par les tarifs jusqu'à maintenant. Il y a des entreprises qui commencent à paniquer, qui commencent même à envisager un scénario où ce n'est plus viable s'il y a de nouveaux tarifs. Écoutez, pensez-y 2 minutes, là, 50% sur à peu près 500 produits. Là, oubliez ça, vous êtes plus compétitif, pas en tout, là, vous êtes plus du tout dans le game. Là. Alors, oui, on se croise les doigts pour un taco. Oui, c'est arrivé par le passé. Mais on peut pas juste se fier là-dessus. Là. Le gars est imprévisible. Le bonhomme à la Maison-Blanche, là, tu sais jamais, dépendant s'il s'est levé du bon pied, de quel bord il va aller. Un autre féminicide au Québec, Alexandre? Quelle triste histoire. Là. Puis un autre, c'est ça qui est important de retenir, Alex, c'est un autre féminicide là, présumé encore. Puis faut dire présumé, même si les détails là, sont sans équivoque. Puis le contexte est horrifiant. Ça s'est passé samedi. On est en plein jour dans la 9e avenue du quartier Saint-Michel. Un peu après-midi, on a les autorités qui sont appelées là, sur place pour venir vérifier l'état de santé d'une personne. Et sur la rue, là, tous les témoins ont encore des souvenirs à glacer le sang. Alors qu'une femme là, qui est sortie en trombe d'un appartement en hurlant « C'est ma sœur » en anglais. Et là, on sort de l'appartement. À ce moment-là, un homme qui aurait des sérieuses blessures au haut du corps avec un objet tranchant. Et là, ce qu'on comprend, c'est que l'homme de 51 ans
aurait pu s'infliger lui-même ces blessures-là parce qu'il venait tout juste de poignarder, de tuer une femme de 44 ans avec qui il avait une relation conjugale avec un objet tranchant. Là, il y a de plus en plus de détails qui vont filtrer autour de cette histoire-là, mais en plein devant sa famille. C'est ça qu'on retient, là. La femme aurait été avec toute sa famille, l'homme aurait pas hésité à la tuer pour ensuite peut-être vouloir s'enlever la vie. Ça, c'est la théorie qui est privilégiée pour l'instant. Et ça relance encore et encore le débat sur les moyens de prévenir les féminicides au Québec. On a pris certaines mesures, on dit oui, ça avance, les dossiers de justice, on prend ça de plus en plus en compte du côté des procureurs, du côté des juges. Mais il manque encore de place dans les ressources d'hébergement pour femmes. Exact. Mais visiblement, ça nous dérange pas tant que ça parce que je trouve que ça avance pas vraiment vite, là. S'il y avait un seul groupe de population, si on disait il vient d'avoir 12 meurtres de suite d'une personne noire, d'une personne juive, il y aurait une cellule de crise entière. Mais quand c'est des femmes, on s'en fout. On se pose pas la question sur l'origine de cette violence-là. On y va jamais. On va jamais au fond de la patente. On surfe, on dit qu'on est choqué, puis on passe au dossier suivant. C'est un fait divers, on passe à autre chose. C'est comme ça chaque fois. La statistique qu'on voit à l'écran, elle est troublante. En 2025, 9 féminicides en contexte de violence conjugale. Écoutez, là, on n'est même pas à la fin août. Il y en a eu 12. Fait que là, on se dirige vers une année épouvantable. J'entends bien vos arguments, puis vous soulignez des super bons points. Puis c'est multifactoriel. Tu sais, dans la vie, là, oui, on nous dit souvent, tu sais, attention au drapeau rouge. La réalité, c'est qu'il y en a qui vont snapper aussi du jour au lendemain. Ben oui. Quand on parle des ressources, moi, j'attire votre attention, oui, sur le manque, effectivement, criant de moyens pour aider, tu sais, les femmes qui subissent de la violence ou qui ont besoin, là, de sortir. Pas dans 3-4 jours, c'est maintenant, là. Ouais. Tu sais, que la personne doit sortir. Puis, pour avoir fait plusieurs entrevues avec des intervenantes dans le milieu, nous dit souvent, là, le moment où quelqu'un décide de sortir de la relation, c'est le moment le plus dangereux. Ouais. Alors ça, je veux dire, il faut vraiment mettre la priorité là-dessus. J'attire aussi l'attention sur les ressources d'aide pour hommes. Ben, c'est ça le problème. Parce que, tu sais, de un, quand on sent qu'on va l'échapper, là, demander de l'aide, là, pas un signe de faiblesse, au contraire, c'est un signe de courage. Et quand, par exemple, un homme va vouloir demander de l'aide et qu'il y a des délais, tu sais, c'est là, qu'il y a besoin, tu sais, là, il fait le pas, là, l'aide, c'est maintenant. Et quand il n'y en a pas, ou qu'il y a des délais, ou tu sais, je comprends que tout le monde fait ce qu'il peut aussi là-dedans, mais il faut pas négliger aussi ce côté-là de la problématique. T'sais. J'ai parlé, moi, avec une ressource la semaine passée d'hommes violents. Puis la dame, elle me disait, on n'est pas violent. Les gens naissent pas comme ça. À un moment donné, il y a des obstacles, ça arrive souvent dans la jeunesse, il y a des carences X, mais il y a beaucoup de stigmatisation autour de ça. Puis elle dit, tu sais, on voit des cas extrêmes comme dans l'actualité, mais il y a plein d'hommes qui vont avoir cette violence-là sans commettre de crimes qu'il faut aussi traiter pour qu'il n'y ait pas escalade et boule de neige. Mais pour ça, il faut arrêter de mettre l'étiquette du stigma, tu sais. Mais pour ça, il faut qu'il y ait plus de ressources, puis effectivement, plus d'hommes qui s'ouvrent aussi à ça. Oui. Non, mais c'est vraiment troublant. Moi, quand j'ai vu là, cette nouvelle passer là dans les dernières heures, là, c'était encore une fois terrible. Suivi de ce gros dossier du journal en fin de semaine, vous avez peut-être vu ça sur ce qui se passe dans les prisons. Hein? Parce que, bon, hausse de la violence, on comprend que peut-être pas un 5 étoiles en termes de propreté ou de confort. Mais le volet de ce matin est super intéressant, Alexandre, parce que, tu sais, on parle souvent des cellulaires en prison, puis de tout ce qui se passe. Mais là, il y a des détenus qui sont en train de devenir des influenceurs, toi. Ouais, qui sont des influenceurs. En fait, c'est un phénomène qui, selon les experts, là, dure depuis déjà au moins une dizaine d'années. Là, depuis qu'on est capable de rentrer en masse des cellulaires dans les prisons avec des drones, toutes sortes de méthodes. Mais là, c'est surtout que TikTok est venu transformer la game en bon français. Pourquoi? Ben parce que c'est des algorithmes qui vont pousser ce genre de contenu-là vers des gens, les rendre beaucoup plus viraux. Mais aussi, il n'y a pas de censure. Hein, sur TikTok, là, l'application chinoise va pas aller regarder, c'est-tu du contenu de prison, c'est peut-être violent pour les jeunes. Non, pas du tout. Fait que ça fait qu'il y a des détenus problématiques, selon les mots de certains gardiens carcéraux, comme Isaac Swanson, qui, lui, est à Rivière-des-Prairies, a parlé, là, tout bonnement, en entrevue. Il a donné une entrevue à nos collègues du journal, imaginez-vous donc. Au téléphone? Ben ouais, au téléphone. Il est en direct de sa cellule. Il n'y a pas de problème. Donne une entrevue. Et il dit, lui, il publie toutes sortes de vidéos dans lesquelles, par exemple, il fait de la bagarre avec d'autres détenus. Il fume, il montre, donne des petits tutoriels sur comment fabriquer une arme artisanale. Tout d'un coup, que ça te sert à l'école, tu sais. Non,
c'est complètement déjanté de voir tout ça. Il est pas tout seul. Il y en a d'autres des exemples, par exemple, même de rappeurs là, qui font une carrière musicale, qui filment leurs vidéoclips à l'intérieur de la prison. Et là, c'est fou parce que évidemment, on peut faire de la promotion du contenu des milieux criminalisés avec tout ça, mais en plus, c'est que ça permet de contrôler certains messages à l'extérieur de la prison, de continuer à avoir, par exemple, des contrats de vente de stupéfiants, de coordonner des activités criminelles. Tu peux faire ça de l'intérieur. Et les agents correctionnels, eux, ils savent. Là, je veux dire, imagine, t'es sur TikTok, tu vois que ton prisonnier est en train de faire une vidéo. Ils disent qu'il fouille sa cellule à tous les 3 jours à ce gars-là, puis lui, il se vante au téléphone à nos collègues du journal. J'ai une trop bonne cachette, ils la trouveront jamais. Mais là, moi, c'est là que je trouve qu'il y a... On dirait, ça me fait halluciner. Comment ça se fait que tu sais que le gars fait ça? Il se filme en train de commettre son crime. Là. C'est une infraction dans la prison, mais tu peux pas sévir davantage autour de tout ça. Tu peux te contenter de fouiller si tu trouves pas le téléphone. Ah, il a rien fait, pauvre petit chou, puis il continue à exercer ses activités. Moi, ça me fait capoter. T'as dit, il est à veille de s'installer un anneau de lumière, là. Ouais, un pour être sûr light. d'avoir un bel éclairage. Non, mais c'est, honnêtement, ce genre de pratique-là, il rit de vous, là. Il rit de nous. Il rit du système complètement. Quand les détenus, OK? Puis je cite l'article, là, OK? Il est en train de préparer une série culinaire montrant ce qu'on peut faire avec un grille-pain, une version carcérale de Bachelor. Comment survivre en prison? Là, tu te dis, voyons, c'est rendu une vraie farce. Il voulait être une vedette. Oui, il réussit à être une vedette. Non, mais ça nous démontre à quel point le système est complètement brisé. À quel point, là, à l'intérieur, je te dis, ils sont à veille de se faire venir une pizza à la fenêtre de la prison avec Uber Eats. C'est fascinant. Puis là, après ça, là, t'as le ministère. Attention, je vais vous dire une citation du ministère qui va vous faire tomber à terre. Sauf ta voix de fonctionnaire. Non, mais Jeff, je veux prends dire, des notes. ça va être révélateur. On va le réentendre vendredi. Le ministère de la Sécurité intérieure, OK, est au courant de la présence de vidéos et de photos. Bon. Et là, j'ouvre les guillemets. La lutte à la contrebande d'objets... Ah non, c'est vrai, il faut que je prenne ma voix de fonctionnaire. La lutte à la contrebande d'objets prohibés en milieu carcéral, notamment les téléphones cellulaires, demeure une priorité pour le ministère et des actions sont menées en continu pour y faire face. Fin de la citation. Me voilà rassuré. Ben oui! Il trouve pas le cellulaire. Il regarde sa cellule 3 fois par semaine. Il trouve pas le téléphone. Ben lui, je comprends, là, lui, il fait ça. Puis, Pourquoi il s'est viré? Pourquoi il le ferait pas? Pourquoi? Alors, plusieurs problèmes en lien avec ça. D'abord, tu sais, quand tu sais que le détenu, puis t'as comme des preuves, là, on s'entend qu'il y a une vidéo qui est partagée sur les réseaux sociaux. Comment ça se fait qu'il n'y a pas, par exemple, dépôt d'accusation supplémentaire en lien avec ça? Tu l'as, la preuve, là. Je veux dire, c'est pas été filmé par la caméra de la sécurité de la prison, là, tu sais. Mais pour que des détenus se sentent tellement à l'aise, commencer à produire du contenu sur les réseaux sociaux, c'est de vous démontrer à quel point, je veux dire, il faut absolument ce qu'ils veulent. Là, après, on se surprend de la hausse de la criminalité. Puis on se demande pourquoi on parle de contrôle sur le terrain. Et la glorification de la criminalité aussi. Puis M. Isaac Moffat Swanson, son nom complet, qui se fait baptiser OG sur les réseaux sociaux, c'est pas un gars qui a volé une bartende dans un dépanneur. Là. On parle à 36 ans, lourd passé criminel, séquestration, menace de mort, voie de fait grave, agression armée, extorsion. En 2019, dans un centre de détention, il cause un saccage de 16 cellules là, qui sont endommagées ou fermées à cet endroit-là. En 2023, il est impliqué dans une prise d'otage dans l'établissement de Bordeaux, prend un autre détenu en otage. Ça, après ça, il y a plein de jeunes qui consomment ce contenu-là après, puis on se demande pourquoi ça se radicalise. Ça lui donne plein d'inspiration. Et c'est ça qui est préoccupant. Scène culturelle, Isabelle, un décès qui en a surpris plusieurs. La comédienne Aidan Panettiere est décédée à 36 ans. C'est son père qui l'a confirmé dans la nuit dernière sur ABC News. Son message est hyper triste. Il parle d'une mort tragique parce qu'on n'a pas de détails sur les circonstances du décès. On sait qu'il y a enquête en cours, mais il parle de sa fille comme une lumière, une force de la nature, une femme qui a porté beaucoup d'amour, de joie, oui, à son entourage, mais aussi aux millions de téléspectateurs qui l'ont connue, entre autres, avec la série Heroes, où elle portait le rôle d'une cheerleader qui avait des pouvoirs de régénération cellulaire. Elle avait 17 ans à l'époque, tu sais. On oublie qu'elle a commencé sa carrière hyper jeune. Elle a perduré longtemps dans le projet, pareil comme Nashville, de 2012 à 2018, où elle jouait Juliette Barnes, une jeune star de la musique country. Elle a contribué à plusieurs films aussi. On pense au plus beau des combats, Une princesse sur glace, Frisson 4, Frisson 6, American Girl 3, I Love You, Bette Cooper, Les deux visages d'Amanda, il y en a plein. Et elle avait des projets musicaux aussi. Elle a enregistré quelques chansons. Et puis récemment, cette année, elle a partagé ses mémoires. Et là-dedans, on parlait entre autres de sa dépendance aux opioïdes. Elle est mère d'une jeune fille de 11 ans. Ses difficultés aussi à la naissance de sa fille.
son alcoolisme, dépression. On sait que c'est son ex-conjoint, le boxeur ukrainien Vladimir Klitschko, qui a la garde de sa fille, selon certaines sources de médias américains. On sait donc qu'il y a ça dans sa vie. Est-ce qu'on peut faire une corrélation? Il est beaucoup trop tôt pour l'instant, mais c'est sûr que ça secoue tout le monde parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux un tas d'hommages. Plusieurs avaient l'air surpris aussi de ça. Moi, je m'accroche au mot tragique. J'espère que sa fille et l'entourage va bien, mais on offre nos plus sincères condoléances.